Ce, ce chapitre concerne donc les désintégrations radioactives. On va commencer par voir d'abord la désintégration alpha, qui est caractérisée par un noyau X qui va se désintégrer en un noyau Y, et une particule alpha qui est le noyau de l'hélium. Cette particule alpha est caractérisée par son énergie cinétique, T alpha, qui est égale à Q alpha à moins 4 sur A, avec Q alpha étant la différence de masse entre l'état initial et l'état final. Lorsqu'on remplace les masses par leur expression en fonction de l'énergie de liaison, on obtient que Q alpha est égal à la somme des énergies de liaison de l'état final moins l'énergie de l'état initial. Alors, le fait que B de la particule alpha ait une grande valeur, 28,3 MeV, favorise la formation de alpha puisqu'il fait augmenter Q alpha par rapport à d'autres émissions d'autres particules, d'autres noyaux. Les énergies cinétiques qui sont observées pour T alpha sont compris entre 4 MeV et 9 MeV. On observe également une grande variété de périodes, puisque celle-ci varie de quelques dixièmes de millionième de seconde, comme pour le polonium 212, à quelque chose de l'ordre de 10 à la puissance 10 années, tel que pour le thorium 232. Si on demande à ce que la condition cinématique pour l'émission alpha se réalise, c'est-à-dire Q alpha supérieur à 0, la formule de Weizsäcker implique que A doit être supérieur à 150. Si on demande en plus que l'énergie cinétique soit supérieure à 4 MeV, bien on observe que seules les valeurs A supérieures à 200 réalisent cette condition-là. Donc la désintégration alpha est une désintégration qui intéresse surtout les noyaux lourds. Cette figure montre la distribution de Q alpha en fonction de N pour différentes séries d'isotopes. On observe par exemple pour Z égale 83 que Q alpha devient inférieur à 4 pour N égale à 126. Ce qui veut dire que pour cette valeur de N et de Z, la désintégration alpha n'est pas possible. On constate que pour toutes les séries d'isotopes, on a un minimum pour N égale à 126. Et ceci s'explique par le fait que N égale à 126 correspond à un noir magique, et donc les noyaux ayant cette valeur de N sont beaucoup plus stables que leurs voisins. Donc il sera très difficile de leur arracher une particule alpha. Par ailleurs, on observe que pour N égale à 128, bien là, c'est le contraire, puisqu'on a un maximum pour la valeur de Q alpha, donc on a une désintégration alpha qui est beaucoup plus facile. Et ceci s'explique par le fait que pour enlever, lorsqu'on enlève une particule alpha à un noyau avec N égale à 128, on obtient un noyau avec N égale à 126, puisqu'on enlève deux neutrons. Donc, ça veut dire qu'on revient vers un noyau ayant un nombre magique pour les valeurs de N, qui est donc particulièrement stable. D'où l'intérêt, d'où la facilité d'enlever une particule alpha pour ces noyaux-là. La figure suivante représente aussi pour des séries d'isotopes la variation de logarithme de t de la période en fonction de l'énergie cinétique, qu'on a appelé ici E alpha pour distinguer de la période. Donc ce qui a été observé par Geiger et Nuttall, qui ont établi cette formule de façon empirique, c'est que pour une série d'isotopes donnés, donc pour Z donné, eh bien, on voit que le logarithme de t varie comme A plus B sur racine de E alpha. Donc si on prend pour alpha à une échelle logarithmique, ce qui est le cas sur la figure, on voit que
logarithme de t donc varie linéairement avec une pente négative en fonction de logarithme de E alpha. C'est bien ce qu'on observe. Pour chaque valeur de z, on a une pente différente qui semble regrouper toutes les valeurs de logarithme de t en fonction de alpha. On essaiera de retrouver cette expression par la suite. Alors, dans la théorie de la mission alpha, l'hypothèse qu'on fait, c'est que la particule alpha est formée dans le noyau avant son émission et qu'elle est soumise à un potentiel à l'intérieur de la particule, à l'intérieur du noyau. Donc, en général, la particule a une énergie de l'ordre de 4 MeV. Et ce qu'on lui demande, c'est de franchir une énergie qui est beaucoup plus grande. Une barrière de potentiel est beaucoup plus grande. Vous voyez sur la figure indiquée que le potentiel, la valeur du potentiel, qui est négatif lorsque la particule est à l'intérieur du noyau, bien après, à l'extérieur du noyau, bien on observe qu'on a un potentiel qui est répulsif, ce qui vient de la répulsion électrostatique et qui a la forme de ZE carré sur R. C'est la répulsion entre la particule alpha, chargée positivement, et le noyau résiduel qui est aussi chargé positivement. Et donc, classiquement, ceci n'est pas possible, parce que le potentiel, la valeur du potentiel pour R égale grand R, donc V de grand R, c'est de l'ordre de 20 à 30 MeV, alors que nous avons une énergie cinétique qui est de l'ordre de 4 à 9 MeV. Donc classiquement, c'est impossible pour la particule de sortir. Alors on exprime en général, on dit que la particule est se trouve devant une barrière de potentiel, et la largeur de cette barrière est définie par le paramètre B, qui est la distance à laquelle on a l'égalité entre V de B et l'énergie cinétique de la particule. Donc B en Fermi est donné par l'expression de 88 Z sur E alpha. E alpha exprimé en MeV. On voit que classiquement, ceci est impossible à réaliser, sauf si E alpha est supérieur à V de R, ce qui n'est pas le cas en général. Donc, ce qui va se passer, c'est que alpha va traverser quand même la barrière par l'effet quantique qu'on appelle l'effet tunnel. C'est-à-dire qu'il y a toujours, en quantique, il y a toujours une probabilité non nulle pour que la particule puisse sortir de cette barrière, puisse traverser cette barrière. Cette probabilité est faible, très faible même, mais elle n'est pas nulle, sauf si la largeur de la barrière devient infinie. Alors, sur la figure suivante, on voit la traversée de la particule alpha de la barrière de potentiel est schématisée sur cette figure. Cette traversée se fait par effet tunnel. Ce qui se passe, c'est que lorsque la particule arrive, elle a une certaine fonction d'onde, ce qu'on voit sur la partie gauche, qui a une certaine amplitude. Lorsqu'elle entre dans la barrière, eh bien, cette amplitude va diminuer de façon exponentielle. Et à la sortie de la barrière, cette amplitude va avoir une autre valeur beaucoup plus faible que celle de l'entrée. Mais si cette amplitude est non nulle, eh bien, la probabilité de présence de la particule au-delà de la barrière, qui est proportionnelle au carré de l'amplitude de la fonction d'onde, va être non nulle. Et donc on aura une certaine probabilité, certes faible, mais non nulle, de trouver la particule au-delà de la barrière, donc pour que la particule traverse la barrière. Ce n'est que lorsque cette barrière devient infinie, c'est-à-dire lorsque B tend vers l'infini, ou bien ce qui revient au même, parce que lorsque l'énergie cinétique devient très faible, que la probabilité va tendre vers zéro. Alors,
Supposons maintenant, on va considérer la probabilité de sortie après un essai, on va l'appeler P. La probabilité de sortie, donc la probabilité que la particule ne sorte pas, que la particule alpha ne sorte pas, est égale à 1 moins P. Donc après n essais, le nombre de noyaux qui restent est proportionnel à 1 moins P à la puissance n. Donc le nombre de noyaux restants est égal à n0 fois 1 moins P à la puissance n, qu'on peut réécrire sous la forme n0 exponentielle n logarithme de 1 moins P, et comme P est très petit, devant 1, ce qu'on vérifiera plus tard, on trouve que ça c'est égal à n0 exponentielle moins np. En calculons maintenant le nombre d'essais qui est possible de faire pendant un temps t. Pour cela, il faut déterminer quel est le temps nécessaire pour un seul essai. Et on dira que c'est, pour une particule qui a une vitesse v alpha, ce temps est donné par la distance qu'il peut parcourir, c'est-à-dire la traversée du noyau, 2r, divisé par la vitesse. Donc, le nombre d'essais que peut faire la particule pendant un temps t est donné par t divisé par 2r sur v alpha. En remplaçant n par son expression, dans n indice de n, eh bien on va retrouver une expression qui dépend de t maintenant, et on a donc une expression continue en fonction de t, qui peut s'écrire sous la forme de t égale n0 exponentielle moins lambda t, où lambda n'est autre que la constante de désintégration, qui va avoir comme formule v alpha p sur 2r. Donc v alpha étant donné par l'énergie, r c'est la nature du noyau, c'est le rayon du noyau, il reste à déterminer p. P est déterminé par la mécanique quantique, qui nous permet de trouver que, en général, P peut s'exprimer sous la forme exponentielle de moins 2 sur h bar, intégrale de R jusqu'à B, de l'expression 2mv de R moins alpha à la puissance 1,5 de R. Alors, dans le cas où B est très grande devant R, c'est-à-dire on a une barrière épaisse, ce qui revient au même que l'énergie alpha est très petite devant V de grand R, l'intégrale dans l'exponentielle peut se calculer facilement et on obtient que P est égal à l'exponentielle de moins 4pi z e carré sur h bar v alpha plus m sur h bar racine carrée de zm r e carré. Si on reprend cette expression de P si on la met dans l'expression de lambda, et on prend le logarithme de lambda, on obtient que le logarithme de lambda est égal au logarithme de v alpha sur 2r plus deux termes, un terme en zr racine carrée de zr et un terme en moins dz sur racine de a alpha. Passons à logarithme de t, on obtient que le logarithme de t n'est autre que a plus b alpha moins 1,5. Donc on retrouve l'expression de d'égard inétal avec a et b étant des constantes lorsqu'on fixe z, parce que a et b ne dépendent que de z. Donc on a retrouvé l'expression de droite qui était prédite par Geiger-Nuttall pour des séries d'isotopes, la relation entre la période et l'énergie cinétique. On va voir sur un exemple ce que ça donne, l'exemple de l'uranium 238 qui va se désintégrer en thorium 234 avec une particule alpha d'énergie 4,2 MeV. Dans ce cas-là, on peut calculer que P est donné par exponentielle moins 173 plus 83, ce qui donne quelque chose de l'ordre de 10 à la puissance moins 39. Si on place P dans l'expression de la période, on obtient que la période est donnée par 1,3 10 puissance 10 années, qu'on doit confronter à la valeur obtenue expérimentalement, qui est 0,45 10 puissance 10 années. Alors bien sûr, on a le bon ordre de grandeur, mais on a une valeur numérique qui est légèrement différente. Et ceci est dû au fait que l'approximation qu'on a prise n'est pas très bonne, puisque on a supposé que B est très grand devant R. Or, si on calcule B, on a V de R qui est égal à 30 MeV, B
va être égal à 61 Fermi, comparé à R qui est égal de l'ordre de 8,6 Fermi, et on voit que B est grand devant R, mais il n'est pas infini par rapport à R. Alors, quelques remarques avant de finir. Bien. La première remarque, c'est que on voit que lorsque E alpha varie de 4 à 9 MeV, la période est multipliée par un facteur 10 puissance moins 22. Donc, il y a une grande variation de T pour une variation relativement faible de E alpha. La deuxième remarque, c'est que dans l'écriture des potentiels, on a supposé que L est égal à 0. Si L est différent de 0, eh bien, il apparaît pour le potentiel un terme L plus 1 h bar carré sur 2m r carré, dont il faut tenir compte, et qui va être à l'origine d'un facteur qu'on appelle un facteur d'empêchement, tel que la constante de désintégration avec L différent de 0 est proportionnelle à la constante de désintégration avec L égale à 0, exponentielle moins le gamma, gamma étant positif. Donc il sera inférieur à lambda 0. Donc la constante de désintégration pour L différent de 0 est plus faible que celle pour L égale à 0. Donc, ça implique que la période va être supérieure. La troisième remarque concerne le fait que si on connaît les valeurs, si on mesure les valeurs de T alpha, si on a plusieurs valeurs de T alpha et qu'on les mesure, eh bien ceci permet a priori de déterminer les niveaux excités, soit du noyau parent, soit du noyau descendant. C'est ce qu'on va voir sur la figure suivante. La figure qui nous donne deux cas. D'abord, en haut, le cas du plutonium de 138, l'état fondamental est 0+, qui va se désintégrer pour donner une particule alpha, et le noyau de l'uranium de 134. Et il y a dans 72% des cas, il arrive sur l'état fondamental, 0+, mais il peut arriver aussi sur l'état premier excité 2+, avec 28% de probabilité, ou bien sur les états successivement 4+, 16+, et 8+, qui sont le deuxième, troisième et quatrième état excité, avec des probabilités beaucoup plus faibles. Donc ce qu'on voit, c'est que la différence qui existe entre les valeurs de T alpha comme mesure, eh bien, renseigne directement sur la différence entre les niveaux excités et les niveaux fondamentaux. Donc si on mesure, par exemple, l'énergie cinétique la plus grande, qui correspond à l'état fondamental, et l'énergie cinétique juste qui vient après, ce qui va correspondre à l'état de plus, eh bien, si on fait la différence entre ces deux énergies cinétiques, on obtient exactement la différence entre les niveaux excités, premier niveau excité et le niveau fondamental, qui est ici, dans ce cas-là, est égal à 0,044 mètres, et ainsi de suite. Donc les différences entre les valeurs de T alpha mesurées nous donnent directement les différences entre les niveaux excités et fondamentaux du noyau final. Dans le cas de la figure petit b, eh bien, on a la même chose, mais dans ce cas-là, c'est le noyau initial qui a des niveaux différents. Le noyau final est le plan 208, c'est le niveau fondamental. Toutes les désintégrations arrivent sur ce niveau fondamental, mais elles peuvent partir soit du niveau fondamental du polonium 212, soit d'un de ces niveaux excités. Et pareil, là, en mesurant les différentes valeurs de T alpha, on va en déduire les énergies des niveaux excités pour le polonium 212, c'est-à-dire le premier niveau 0,727 MeV, le deuxième 1,513, etc. Alors, la désintégration bêta se présente sous la forme d'un noyau AZ
qui va se désintégrer vers un noyau AZ plus 1 en donnant une particule β-, ou bien vers un noyau AZ moins 1 en donnant une particule β+. Alors ces β- et β+ ont été déterminés comme étant l'électron et le positron. Alors ce qu'on a observé, c'est que contrairement à la désintégration bêta, où il y a une seule valeur pour l'énergie cinétique de la particule alpha, ici nous avons tout un spectre continu qui varie de 0 jusqu'à une valeur maximale notée T bêta max. Ceci implique que si le processus était simplement celui qui est décrit par ces deux transitions, eh bien qu'il n'y a pas de conservation d'énergie ni de l'impulsion. Alors ceci a posé un problème sérieux aux physiciens de l'époque et la solution a été amenée par Pauli en 1930 qui a postulé que en plus de β- ou de β+, il y avait une autre particule qui était émise, c'est le neutrino. Cette particule qui a une charge nulle, un spin égal à 1,5 et une masse quasi nulle, n'a été confirmée qu'en 1956 par Cowan et Raines dans l'expérience où ils ont observé auprès d'un réacteur nucléaire qui émettait des antineutrinos électroniques, le processus antineutrino plus proton donnant un neutron plus positron. Alors depuis, le neutrino a été étudié et on sait maintenant qu'il existe 3 types de neutrinos liés aux 3 particules, lepton, électron, au muon et au tau, qu'on appelle respectivement neutrino électronique, muonique et tauique. Le neutrino est une particule très importante en physique, surtout en physique des particules, et en astrophysique. Il a aussi un grand intérêt en cosmologie. Les neutrinos qui arrivent sur Terre, eh bien, ils proviennent principalement du Soleil avec un flux de l'ordre de 10 puissance 11 par centimètre carré par seconde, ce qui veut dire que nous recevons chaque seconde des centaines de milliards de neutrinos dans notre corps et qui traversent notre corps. Et heureusement, comme ils interagissent très peu, ils ne sont pas nocifs. Nous avons également les neutrinos qui sont émis par les réacteurs, comme je viens de le dire, qui utilisent la réaction de fusion pour produire l'énergie électrique. Il y a également les rayons cosmiques, en particulier les protons, lorsqu'ils traversent l'atmosphère terrestre, eh bien, ils interagissent et donnent finalement des neutrinos muoniques. Nous avons également la radioactivité naturelle qui, comme on vient de voir, donne des neutrinos électroniques et aussi des accélérateurs de particules qui peuvent créer, pour des besoins de recherche, des neutrinos de muons, ou bien des neutrinos muoniques, ou bien des neutrinos tauiques. En résumé, la désintégration bêta au niveau des nucléons se fait par les processus tels qu'un neutron donne un proton, un électron et un antineutrino pour le β-, ou bien un proton qui donne un neutron plus un positron plus un neutrino électronique pour le β+, ou bien un proton qui capte un électron et donne un neutron plus un neutrino dans le cas de la capture électronique. Et en fait, on verra par la suite que c'est au niveau des quarks que le processus fondamental a lieu. Pour étudier donc, la désintégration bêta, on va utiliser ce qu'on appelle le modèle de Fermi, dans lequel on va associer à l'état initial, donc l'état du noyau initial, une fonction d'onde psi indice i, et à l'état final, qui est composé du noyau final, de l'électron et de l'antineutrino, dans le cas β-, une fonction de psi indice f, qui est le produit des fonctions d'onde associées au noyau, à l'électron et au neutrino. On appelle la règle d'or de Fermi, la règle qui nous donne la probabilité de transition de l'état I vers l'état F, et qui est donnée par lambda égale à 2pi sur h bar, élément de matrice du hamiltonien H entre les états I et F, module au carré, fois ρ de E, où H est l'hamiltonien d'interaction qui est considéré comme une perturbation, et ρ de E est la densité des états accessibles de l'état final, qui est composé de la particule de la paire électron-neutrino. On peut écrire l'élément de matrice de H entre l'état I et F comme étant l'intégrale
de phi f étoile de R, psi e étoile de R, correspondant à la fonction d'onde de l'électron, psi nu étoile de R, correspondant à la fonction d'onde du neutrino dans l'état final, Gf qui représente l'interaction, qui est ici la constante de Fermi, qui vaut 1,42 10 56 joules centimètre cube, fois phi I de R qui représente l'état initial des taux. Si on suppose que l'électron et le neutrino n'interagissent pas dans l'état final, et on peut représenter leurs fonctions d'onde comme étant des fonctions d'onde des ondes planes, qui s'écrivent sous la forme exponentielle moins IK scalaire R. Donc dans ce cas-là, l'élément de matrice de H entre I et F s'écrira sous la forme JF sur V, intégrale de phi F, étoile de R, exponentielle moins IKE scalaire R pour l'électron, exponentielle moins IK nu scalaire R pour le neutrino, et puis phi I de R pour l'état initial des taux. Alors, ce qu'on appelle les transitions Fermi-permises correspondent au premier ordre de développement dans l'élément de matrice de H entre I et F, le premier terme de développement, le premier ordre de développement de l'exponentielle. Exponentielle moins IKER moins IK nu scalaire R. Et le premier terme, c'est le premier ordre, si vous voulez, c'est lorsqu'on remplace cette exponentielle par 1. Donc, si on fait ça, eh bien, l'élément de matrice va se réduire à Gf sur V, intégrale de phi F étoile de R, phi I de R, des taux. On peut écrire sous la forme MIF qui sera considérée comme étant constante. dn de TE représente le nombre d'états accessibles dans l'état final pour l'électron, pour un électron ayant une impulsion comprise entre PE et d de PE. De même, dn de T nu, c'est le nombre d'états accessibles pour un neutrino dans l'état final qui a une impulsion comprise entre P nu et P nu plus d de P nu. Dans les deux expressions, on a utilisé la symétrie sphérique dans l'état final. Si on fait le produit, on trouve d carré de n qui représente le nombre d'états accessibles pour l'électron et pour le neutrino pour des impulsions comprises entre P et P plus d de P. Lorsque on applique l'approximation m nu égale à 0, on trouve que T nu est égal à E nu est égal à Cp nu, et on sait que du fait que T nu plus Te est égal à T bêta max, on a T nu qui ne peut prendre que les valeurs T bêta max moins Te. Donc si on a une intégrale dans laquelle on a d de n, et on intègre sur P nu, bien, ça revient à remplacer dans l'expression de l'intégrale P nu par T bêta max moins Te sur C. Donc en faisant ça, on va pouvoir calculer le spectre des électrons émis avec une impulsion comprise entre PE et PE plus d de PE. Donc, on intègre, en introduisant d de n dans l'intégrale, dans la forme de lambda, d lambda donc, et on aura d lambda sur d de PE qui va s'écrire sous la forme Gf carré, l'élément de matrice MIF modulo carré, divisé par 2 h bar puissance 7, pi 3, C3, tout multiplié par PE au carré, T bêta max moins Te au carré. Et qu'on va écrire sous la forme R de P de E. C'est une expression qui dépend principalement de P de E. Les autres étant des constantes ou des paramètres sans dimension. Alors, ce qu'on constate, c'est que lorsqu'on prend la racine carrée de R de P de E divisé par P au carré, on voit que cette expression se réduit tout simplement à une constante fois T bêta max moins T. C'est ce qu'on appelle la droite de Curie. Alors, cette droite de Curie, on voit qu'il a une pointe négative et qu'il s'annule pour TE égale à T bêta max.
D'accord? Donc, le spectre des électrons en impulsion, eh bien, il est donné par quelque chose qui ressemble à cette droite. Bien sûr, pas le spectre directement, mais la racine carrée du spectre divisée par P au carré. Alors, on se rend compte que pour avoir un bon accord avec l'expérience, eh bien, il faut introduire un facteur correctif qui tient compte des interactions coulombiennes. Ce facteur correctif, c'est ce qu'on appelle la fonction de Fermi f de z et de t, et qui va intervenir donc dans l'expression de d lambda, dans l'expression de r de p de e. Donc on aura r de p de e sur p carré puissance n demi qui sera c t bêta max moins te fois racine de fz et de te. Qui fait apparaître donc différentes formes, différentes valeurs de on a différentes courbes qui représentent, qui sont associées à différentes valeurs de la masse du neutrino. La courbe qui est une droite pure et la courbe qui correspond à une masse égale à 0. Dès qu'on augmente la masse, on prend une masse qui est différente de 0, et bien on voit que cette courbe se différencie de la droite lorsqu'on se rapproche de T max. D'accord? Donc, et ce détachement sera d'autant plus grand que la masse du neutrino est grande. On voit sur cette figure-là qu'on a pour les valeurs pour 0,25 keV, 0,5 keV et 1 keV. On voit que les courbes successives se différencient de plus en plus de la droite. Donc, par rapport aux points expérimentaux qu'on a ici, qui sont des petits cercles, eh bien, on peut estimer une limite supérieure sur la masse du neutrino qui soit compatible avec les données qu'on a sur la figure. Donc, ce genre de figure, ce genre d'expérience a été utilisé plutôt pour estimer justement des valeurs limites, des limites supérieures pour la masse du neutrino. Plus tard, on a utilisé d'autres techniques pour déterminer la masse du neutrino. Alors, sur la figure suivante, nous avons l'effet du facteur colombien f de z de t sur l'énergie cinétique et l'impulsion. On voit sur la figure de droite, le cas où il n'y a pas d'effet colombien, c'est la droite du milieu, la courbe du milieu, pardon. Alors, pour les cas bêta-, on a vu que donc les électrons qui sont émis vont subir une force attractive du noyau final, ce qui fait qu'ils vont être décélérés, ils vont perdre une partie de leur énergie cinétique. Donc, les énergies cinétiques de spectre en énergie cinétique va être décalée vers les faibles énergies, comme on voit sur la courbe indiquée bêta-. Quant au cas bêta+, eh bien, c'est le contraire qui se passe. Les positrons chargés positivement vont être repoussés par le noyau, donc ils vont être accélérés, leur énergie va augmenter. Donc on voit un décalage dans ce cas-là du spectre en énergie vers les valeurs les plus grandes en énergie. Ceci est vu de façon plus claire sur le cas de la figure de droite où on a une comparaison pour le noyau du cuivre 64 qui est à la fois émetteur bêta- et bêta+. Eh bien, on voit que on a le cas bêta- à gauche et le cas bêta+ à droite. Eh bien, on voit que, par exemple, pour le cas en énergie cinétique, pour les courbes de bas, eh l'énergie cinétique est décalée vers les faibles valeurs pour le cas bêta- et vers les grandes valeurs pour les cas bêta+. Même chose pour les impulsions.
sur les figures du haut. Alors, si on veut calculer la valeur de lambda, eh bien, on va intégrer R de P de E, D de PE. Donc, on remplace R de PE par son expression, et on obtient donc, en introduisant des variables sans dimension, eta égale PE sur M0C, et oméga égale E sur M0C carré, avec eta 0 et oméga 0 respectivement, les valeurs pour valeur limite de l'énergie et de l'impulsion. Donc, si on fait ça, eh bien, on va se retrouver avec une intégrale qui est sans dimension, somme de 0 à eta 0, f de z de eta carré, oméga 0 moins oméga au carré de eta, ayant sorti de l'intégrale tous les termes qui ont une dimension. Et on obtient donc gf carré, m carré, m0 puissance 5, c à la puissance 4, 2 sur 2 pi 3, h bar puissance 7. Donc, l'intégrale va donner quelque chose qui va dépendre de eta 0, bien de oméga 0. Et donc, on peut écrire que lambda, qui est égal aussi à logarithme de 2 sur t1 demi, est égal à gf carré, m module de m au carré, m0,5, c4, sur 2 pi 3 h par 7 fois f de z et de oméga 0. Donc, on en déduit que le produit f de f fois t est donné par une constante divisée par m carré. Et il se trouve que l'expression de logarithme de ft1 demi caractérise les transitions bêta. Ainsi, on a, pour les transitions permises, le logarithme de ft1 demi compris entre 3 et 6, alors que pour les transitions interdites, il est supérieur à 6. On verra par la suite comment on définit les transitions permises et interdites. Alors, on va essayer donc justement de classer les transitions bêta. Alors, on va les classer par les valeurs de J et de la parité, par la conservation de J et de la parité. Alors, on sait que la conservation de J implique que le J initial, J du proton du noyau initial est égal à J du noyau final plus L de la paire électron-neutrino, le moment angulaire de la paire, plus le spin de la paire. Donc on a regroupé l'électron et le neutrino, ce qu'on a appelé la paire, et c'est le moment angulaire et le moment de spin de cette paire qui va s'introduire dans la conservation de J et de la parité. Donc, pour la parité, on a pi indice P, c'est-à-dire la parité du noyau initial, est égale à pi descendant fois moins 1 à la puissance L bêta. Alors, on appellera les transitions permises celles ayant L bêta égale à 0. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle les noms de S. Le noyau est supposé être un point matériel, et la paire électron-neutrino est émise avec une vitesse radiale uniquement, et pas de vitesse tangentielle. Donc, les transitions permises sont celles qui ont L bêta égale à 0. Alors, on va distinguer deux types de transitions permises selon la valeur de S bêta. Si S bêta est égal à 0, c'est-à-dire dans le cas où on a des spins de l'électron et du neutrino qui sont antiparallèles, bien, dans ce cas-là, on aura la différence entre J initial et J final est égale à 0. Delta J égale à 0. De même, on aura la même parité, puisque L bêta égale à 0, on a la parité initiale est égale à la parité. Donc, si on a delta J la même valeur de J initiale au final, et la même parité, on verra qu'on a une transition permise de type Fermi. Et dans le cas de transition de Gamma-Ortellaire, eh bien, c'est le spin est égal à 1, le spin de la paire E nu est égal à 1. Donc, ça veut dire que les deux spins sont parallèles. Dans ce cas-là, on va écrire vectoriellement Gπ est égal à Jd plus 1.
C'est-à-dire que delta J est vectoriellement compris entre, est égal à 1, donc vectoriellement compris entre moins 1 et plus 1. Donc il prendra la valeur 0, plus 1 ou moins 1. Avec une parité conservée. Alors, il faut faire attention que la désintégration de 0 vers 0 n'est pas possible dans ce cas-là, parce que si on prend dans l'équation de la conservation de J, Jp est égal à Jd est égal à 0, et bien on aura 0 plus 1, 0 égale à 0 plus 1 qui n'est pas possible. D'accord? Donc, si on a des transitions qui a delta J égale à 0, mais qui va de 0 vers 0, eh bien, il ne peut pas être de type commutateur, il est uniquement de type Fermi. Quand si on a delta J égale à 0, mais sans que ce soit 0 vers 0, c'est-à-dire ça peut être 1 vers 1, ou bien 1 demi vers 1 demi, etc., eh bien, ce sera aussi de type gamma-hotélaire. On parle de transition interdite lorsque L bêta est différente de 0. Et on dira que la transition est interdite d'ordre de premier ordre lorsque L bêta est égal à 1, de deuxième ordre lorsque L bêta est égal à 2, de troisième ordre lorsque L bêta est égal à 3, etc. En fait, ce sont les différentes correspondent aux différents termes dans le développement de exponentielle i k scalaire r. Et on peut écrire aussi ça dans le développement de la matrice m carré. M carré est égal à m carré pour L bêta égale à 0, plus m modulo carré pour L bêta égale à 1, etc. Donc, le terme principal, ça correspond toujours à L bêta égale 0, puis les autres termes viennent en plus pour des termes correctifs. Pour les transitions interdites, de premier ordre par exemple, eh bien, on a L bêta est égal à 1. Alors si L bêta est égal à 1, ça veut dire que la parité n'est pas conservée. La parité entre l'état initial, du noyau initial est différente de la parité du noyau final. Et on a le logarithme de ft qui est compris dans ce cas-là entre 6 et 10. Et on parlera de transition interdite de premier ordre de type Fermi si S bêta égale à 0 avec L bêta égale à 1. Donc on aura dans ce cas-là delta J égale à 0 ou plus ou moins 1, à l'exception de k 0 vers 0. Et on aura la transition interdite de premier ordre de type gamma-hotélaire lorsque S bêta égale à 0. C'est-à-dire dans ce cas-là, eh bien, on aura delta J vectoriellement qui sera égal à 2, donc delta J qui peut prendre des valeurs 0, plus ou moins 1, plus ou moins 2, à l'exception de 0 vers 0, 1 demi vers 1 demi, 0 vers 1 ou bien 1 vers 0. Dans ce tableau, on a des exemples. Ce tableau présente des exemples de désintégration bêta, où on a indiqué le noyau initial sur la première colonne, son moment angulaire et sa parité, le noyau final, son moment angulaire et sa parité, la période de la désintégration, le logarithme de ft et le type de cette désintégration. Le premier exemple, c'est le tritium qui se désintègre pour donner de l'hélium 3. Alors, les deux noyaux ont un état Jp est égal à 1 demi plus, la période est égale à 12,4 ans, et le logarithme de ft est égal à 3,03. Donc, qu'est-ce qu'on doit chercher pour déterminer le type? Eh bien, il faut voir qu'est-ce qu'on a comme delta J et qu'est-ce qu'on a comme parité initiale et finale. La parité initiale est la même que la parité finale, et delta J est égal à 0. Puisqu'on a la même valeur de J, pour l'état initial et l'état final. Donc, ceci est possible avec L bêta égale 0. Puisque c'est possible avec L bêta égale 0, ça veut dire que c'est une transition permise. Et comme on a delta J est égal à 0, c'est permise pour Fermi. C'est aussi permise pour gamma-hotélaire, à condition qu'on n'ait pas l'état de 0 vers 0. Ce n'est pas le cas, puisqu'on a 1 demi vers 1 demi, donc c'est possible aussi pour gamma-hotélaire. Donc c'est une transition permise de type Fermi et gamma-hotélaire. Le deuxième exemple, c'est l'hélium 6 qui se transforme en lithium 6.
l'état initial est 0 +, l'état final est 1 +. La période est 0,81 secondes, donc de ft de 2,8. Alors on a delta J ici qui est égal à 0 moins 1, c'est-à-dire moins 1, et on a même parité. Donc même parité, ça veut dire que L bêta doit être pair, donc on prend L bêta égale 0, est-ce que c'est possible? Oui, avec L bêta égale 0, on peut avoir delta J est égal à 1 moins 1 pour la transition de type Gamow-Taylor. Ce n'est pas possible pour Fermi, mais c'est possible pour Gamow-Taylor. Donc c'est une transition permise de type Gamow-Taylor. Le troisième exemple, c'est l'oxygène 14 qui se transforme en azote 14. L'état initial et l'état final sont tous les deux 0 +. On a une période de 71 secondes et un logarithme de ft est égal à 3,48. Donc là, on a delta J égale à 0. Donc ça peut être une parité qui est conservée. Donc c'est bêta égale à 0, possible. Mais puisque ça va de 0 vers 0, ça ne peut pas être de type Gamow-Taylor. Donc c'est uniquement de type Fermi. Donc c'est une transition permise de type Fermi. Idem pour le quatrième exemple, chlore 34 vers le soufre 34, où on part de 0 plus et on va vers 0 plus. Là aussi, on a une transition permise de type Fermi. Le cinquième exemple, beryllium 10 vers le bord 10. Alors c'est une transition qui va de 0 plus vers 3 plus, qui a une période de 1,387 millions d'années et un logarithme de ft égale à 13,65. Donc d'après ce qu'on a vu, ça ne peut pas être une transition permise. Déjà, rien que à partir du logarithme de ft. En plus, on voit qu'on a conservation de la parité. Donc, conservation de la parité, ça veut dire que L bêta est pair. Mais on a delta J qui est égal à 0 moins 3, c'est-à-dire moins 3. Alors, on a vu qu'avec L bêta égale à 0, on ne peut pas avoir delta J égale à moins 3. Le maximum qu'on peut avoir, c'est delta J égale à moins 1. Donc, ça veut dire qu'il faut aller à l'ordre supérieur en L bêta pair. Donc, après 0, on doit essayer L bêta égale à 2. Si on prend L bêta égale à 2, c'est-à-dire une transition interdite de deuxième ordre, et on sait que si c'est une transition de type Fermi, le maximum qu'on peut avoir, c'est delta J est égal à 2, plus ou moins 2. Par contre, si c'est une transition de type Gamow-Taylor, on peut avoir, le maximum qu'on peut avoir, c'est delta J égale à 3, plus 3 ou moins 3. C'est bien le cas qu'on a ici, donc ça veut dire que cette transition est interdite de deuxième ordre, L bêta égale à 2, mais de type Gamow-Taylor. Enfin, le dernier exemple, le césium 135, un état 7,5+, qui se transforme en barium 135, dans un état 3,5+. Cette transition a une période égale à 2,3 millions d'années et un logarithme ft égale à 13,07. Alors, on a là aussi la même parité, donc ça veut dire que L bêta est pair, mais L bêta égale à 0 n'est pas valable, puisque on a delta J est égal à 2. 7,5 moins 3,5 égale à 2. Donc, il faut essayer L bêta égale à 2. Effectivement, avec L bêta égale à 2, on peut avoir delta J égale à plus 2. Et on peut l'avoir aussi bien pour une transition de type Fermi qu'une transition de type Gamow-Taylor. Donc, cette transition-là est interdite de deuxième ordre, de type Fermi et de type Gamow-Taylor. On va s'intéresser maintenant à la désintégration gamma, qui se présente sous la forme d'une désintégration, d'une désexcitation du noyau, donc qui passe d'un état excité, une étoile, à un état moins excité, ou bien à un état fondamental, en émettant une particule gamma. Alors ce processus est en général en compétition avec un autre processus physique dans lequel l'énergie est transférée vers un électron de l'atome qui va être éjecté. Et ce phénomène, c'est ce qu'on appelle la conversion interne. En général, la désexcitation du noyau se fait par le changement de niveau pour un seul électron, un seul nucléon, pardon. Mais parfois, il peut y avoir
plusieurs nucléons qui participent à ce réarrangement, et donc on obtient dans ce cas-là des réarrangements plus compliqués. Alors, pour déterminer la constante de désintégration, on va utiliser de nouveau la règle de Fermi, dans laquelle on obtient lambda, la probabilité de transition entre l'état I et l'état F, sous la forme de pi sur h bar, fois l'élément de matrice du potentiel d'interaction VFI modulo carré, fois ρf, où ρ c'est le nombre d'états accessibles dans l'état final pour le photon. L'élément de matrice VFI va s'écrire sous la forme intégrale de psi f étoile, psi f étant la fonction d'onde de l'état final, fois V qui est le potentiel d'interaction, fois psi I qui est la fonction d'onde de l'état initial, des taux. Et V, c'est n'est autre que moins somme sur J de QJ, A de RJ de T, A étant le potentiel vecteur, VJ, VJ étant la vitesse des nucléons. Donc où la somme porte sur tous les nucléons. Et où A, le potentiel vecteur, vérifie les relations des équations de Maxwell, B égale rotationnel de A, et delta moins 1 sur C carré D carré sur dt carré de A égale à 0. D'autre part, ρf, le nombre d'états accessibles pour le photon, c'est V sur 2pi au cube, 1 sur h bar C, oméga sur C au carré, d grand oméga, où h bar oméga, petit oméga, c'est la différence d'énergie entre l'état initial et l'état final, donc c'est l'énergie du photon, et d oméga, c'est l'angle solide vers lequel pointe le vecteur k égale p sur h bar. Alors, on remarque que pour faire ce raisonnement, le noyau est considéré comme une distribution de charge électrique ou magnétique qui oscille et constitue donc un multipôle, soit électrique, soit magnétique. Les courants qu'on introduit dans les équations sont dus au déplacement des nucléons qui sont reflétés par les moments cinétiques angulaires. Le potentiel vecteur s'écrit sous la forme A de R égale A0, epsilon exponentielle I k scalaire R, où epsilon est le vecteur polarisation, qui est un vecteur unitaire, et perpendiculaire à K. Il est donc dans le plan perpendiculaire à la direction de propagation. Dans le développement exponentiel I k scalaire R, 1 plus I k scalaire R plus terme au carré, etc., bien, la première approximation va correspondre à ce qu'on appelle les transitions dipolaires électriques. Alors, on appelle un moment multipolaire d'ordre L pour une distribution de charge QI qui se trouve aux positions XI, la somme sur I de QI XI à la puissance L. Et ces moments multipolaires vont correspondre aux différents termes du développement de exponentielle I k scalaire R. Donc le premier terme 1 va correspondre à L égale à 0, le terme etc. On dira que L égale 1 correspond au cas dipolaire, L égale à 2 au cas quadripolaire, L égale à 3 octupolaire, etc. Avec une multipolarité qui est donnée par 2 à la puissance L. Donc qui vaut 2 pour dipolaire, 4 pour le quadripolaire, 8 pour l'octupolaire, etc. La parité des transitions électriques, la parité associée au photon dans le cas des transitions électriques est donnée par moins 1 à la puissance L. Alors que dans le cas des transitions magnétiques, cette parité est donnée par moins 1 à la puissance L plus 1. Alors, quelles sont les règles de sélection pour les transitions gamma? Bien, de la même façon que pour les transitions bêta, on va se baser sur la conservation du moment cinétique total, du moment angulaire total, et la conservation de la parité. Donc, on aura J initial est égal à J final plus L, où L correspond au moment orbital plus le spin du photon.
Comme on sait que le spin du photon est égal à 1, donc la valeur minimale pour cette valeur de L sera égale à 1. Donc on n'aura pas de possibilité d'avoir L égale à 0. Donc la valeur minimale pour L sera la valeur L égale 1. Les parités sont définies par PI est égal à PF moins 1 à la puissance L pour les transitions électriques, et PI est égal à PF moins 1 à la puissance L plus 1 pour les transitions magnétiques. Dans l'approximation des particules indépendantes pour une transition vers un état final S dans un noyau d'Orion R, Robert Weisskopf a évalué la constante de désintégration des transitions, soit électrique, soit magnétique d'ordre L, par l'expression suivante, dans laquelle on voit apparaître des termes qui sont sans dimension et de termes qui font apparaître des dimensions d'énergie. C'est KR. Alors, K, c'est proportionnel à l'énergie pour le photon, et oméga aussi. Donc, on aura l'énergie qui aura une puissance 2L plus 1. 2L qui vient de K et 1 qui vient de oméga. Et on a fait aussi apparaître la dépendance en A, qui vient de la dépendance en R. R est la puissance 2L, et comme R varie comme 1 à la puissance 1 tiers, on aura A à la puissance 2L sur 3. Le terme qui apparaît sous la forme, au dénominateur sous la forme 2L plus 1 factoriel, double factoriel, est une factorielle dans laquelle on ne prend que le terme impair. Donc c'est 1 fois 3 fois 5, etc. jusqu'à 2L plus 1. Pour le cas magnétique, on fait relier la transition, la probabilité de transition magnétique à la probabilité de transition électrique. En multipliant par un facteur 0,3 et par A à la puissance moins 2 tiers. Alors cette figure représente la période T1,5 de transition gamma, soit de type électrique, soit de type magnétique, en fonction de l'énergie. En fonction de l'énergie du gamma, pour un A fixe. Donc on a pris A égale à 55 et on regarde les périodes en fonction de l'énergie. On voit que, bien sûr, lorsque la période est faible, ça veut dire que la transition est plus probable. Et inversement, lorsque la période augmente, la transition devient de plus en plus difficile. Donc on voit que les transitions qui sont les plus probables sont celles de type E1, donc électrique dipolaire. Puis vient après N1, transition dipolaire magnétique, puis E2, quadripolaire électrique, puis N2, quadripolaire magnétique, etc. Donc, et on voit que la différence entre transition E1 et N1, si vous prenez une énergie donnée, si vous fixez l'énergie et vous regardez comment est la différence entre, on voit que entre E1 et M1, on a une différence qui est de l'ordre de 2 ordres de grandeur, entre 1 et 2, entre 1 dixième et 1 centième. Alors qu'entre E1 et E2, on a, selon l'énergie, de 4 jusqu'à 5, même plus, ordre de grandeur. Donc, lorsqu'on passe de E1 à E2, la probabilité augmente d'un facteur 10 puissance 5 jusqu'à 10 puissance 7 pour une énergie donnée. Donc, ce qu'on voit, c'est que les différences entre E1 et M1 sont plus petites que les différences entre E1 et E2. Ceci est le même pour lorsqu'on va vers des transitions de type avec une plus grande multipolarité. Ce qu'on constate aussi, c'est que sur une échelle logarithmique, doublement logarithmique, on voit que, bien sûr, cette variation est linéaire, négative,
Alors qu'en réalité, c'est donc une variation qui est en puissance négative. En puissance négative, c'est ça.